Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Traiter des principes de la guerre et de la stratégie au début du XXIe siècle expose à deux difficultés majeures. Tout d'abord, la littérature sur le sujet, certes peu connue des profanes, recense une quantité importante d'ouvrages signés par de grands auteurs, dont par exemple les mythiques Sun Tzu et Clausewitz, ou encore des outsiders récemment redécouverts comme Galula. La comparaison de ce livre avec les ouvrages de ces grands anciens apparaîtra souvent comme hasardeuse, surtout si l'auteur donnait par mégarde l'impression fâcheuse de vouloir rivaliser par son œuvre avec ses classiques. Ceux-ci sont en effet relativement bien connus, et parfois défendus avec passion, au sein de la petite cohorte parmi laquelle l'audacieux qui écrit ce livre espère recruter ses futurs lecteurs. Ensuite, dans l'Europe du début du XXIe siècle, la guerre et toutes les terribles réalités qui s'y rattachent connaissent maintenant une longue éclipse dans les mémoires, du moins dans celle du grand public. Ce fait n'est pas à regretter, mais il ne facilite pas la compréhension personnelle d'un phénomène historique redoutable, lequel est vécu cependant aujourd'hui comme frappant les autres, c'est-à-dire tous les êtres humains qui n'ont pas la chance de vivre sur ce continent fortuné. La notion de conflit armé, ce dernier objet d'étude de la polémologie, la science de la guerre, a été renouvelée depuis que Gaston Boutoul a posé les premiers jalons de son étude au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la bataille nucléaire, qui heureusement pour l'humanité n'a pas eu lieu, jusqu'au conflit dit asymétrique en passant par les guerres de libération nationale, le spectre phénoménologique de la guerre s'est suffisamment élargi pour qu'il nécessite une description appuyant un essai de reformulation. Il faut en effet définir d'abord les formes primordiales de la guerre, car elles permettront d'établir dans quelle mesure celle-ci n'est qu'une variation violente propre à certains niveaux des civilisations humaines, ou si la guerre trouve son essence dans la biologie. Cette étude permettra alors de mieux déterminer les formes possibles de la guerre à travers l'histoire. Il s'agira ensuite de distinguer entre les causes et les prétextes des guerres, en envisageant leurs buts possibles. Enfin, la façon d'achever les guerres permettra de mieux appréhender certains aspects de la problématique des conflits armés. Cette reformulation du concept de la guerre permet ensuite de s'intéresser à la conduite proprement dite de la guerre et au concept de stratégie. Ce terme aujourd'hui assez courant dans le langage ordinaire présente cependant une multitude de significations, parfois très éloignées du sens précis que nous allons lui donner au cours de cette étude. La connaissance de la conduite de la guerre permet alors de s'interroger sur la nature de sa pratique. Il sera alors tenté de répondre à la question classique sur les parts respectives de la science et de l'art dans cette pratique de la guerre. La présentation d'une nouvelle théorie des jeux constitue la clé de voûte de cet ouvrage. À partir de cette théorie, il sera alors possible de légitimer objectivement quelques principes de la guerre cohérents avec les concepts préalablement établis. Il s'agit aussi d'une originalité de ce livre car généralement les auteurs préfèrent s'appuyer sur des considérations historiques, éventuellement complétées par leur propre expérience personnelle, pour élaborer des principes de nature stratégique. Le lien entre des considérations fondées sur une théorie et la réalité de la guerre sera établi en tentant de les appliquer à deux types de conflits possibles en ce début du XXIe siècle, les guerres internes aux États et les conflits nucléaires limités. Ce dernier type de conflit demeure certes, mais peut-être pour un nombre réduit d'années, encore du domaine de l'anticipation. Par contre, les conflits internes constituent certes aujourd'hui une banalité, mais au traitement le plus souvent insatisfaisant car l'état final atteint à la fin de ce genre de conflit apparaît souvent comme très différent de l'état final recherché initialement. De par leur particularité, ces deux types de conflits constituent alors deux bancs d'essais très intéressants pour cette nouvelle théorie des jeux. Il pourra enfin apparaître comme évident qu'il existe un éventail très large de conflits du passé, du présent comme du futur qui pourraient constituer eux aussi des tests pour les considérations avancées dans cet ouvrage. L'auteur laisse aussi à la sagacité du lecteur le plaisir d'y procéder ultérieurement. Première partie, le concept de la guerre. Afin d'établir avec quelque intérêt ce concept de guerre, il apparaît la nécessité de prime abord de préciser le sens du mot guerre. Dans un essai d'exhaustivité, la guerre devra être étudiée dans ses premières formes possibles, c'est-à-dire éventuellement en s'intéressant aux différentes formes qu'elle peut prendre au sein même du règne animal.
Dans cette approche très générale s'inscrivent en toute logique l'étude des formes possibles de la guerre, puis afin d'établir d'éventuelles relations de causalité, la recherche des causes et des buts de la guerre. La problématique de l'achèvement d'une guerre complète alors logiquement cette démarche. Chapitre 1 – Une définition générale de la guerre. Traiter du phénomène de la guerre implique un premier essai de définition. Dans une vision occidentale, la forme la plus classique consiste en une lutte armée entre deux États, assortie du rituel au départ de la déclaration de guerre puis à l'issue du traité de paix. Si les deux conflits mondiaux présentèrent à l'occasion quelques déviations par rapport à ce modèle théorique, l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle a conduit à reconnaître d'autres types de guerres qui peuvent se différencier de façon assez nette du paradigme initial. Outre les classiques guerres civiles, opposant plusieurs parties d'une même population, et les tout aussi classiques guerres de sécession, visant à rompre l'unité d'une nation, il existe maintenant les guerres révolutionnaires, les guerres de décolonisation ou de libération nationale, lesquelles d'ailleurs ont longtemps été assimilées à de simples mouvements de rébellion interne. En ne considérant que l'époque moderne, tous les continents ont connu cette diversité de conflits interétatiques ou intra-étatiques. D'autres types de guerres sont aussi possibles entre d'une part une organisation non étatique, voire transnationale, adepte d'une doctrine, d'une idéologie ou d'une religion donnée, et d'autre part un ou plusieurs États. À cette dernière catégorie appartient par exemple la guerre entre les États-Unis et Al-Qaïda, quoique non reconnue de fait car il ne saurait être question pour certains de faire un tel honneur à une organisation officiellement cataloguée de terroriste. Il faut attendre 1995 pour que la communauté internationale commence à reconnaître l'étendue du spectre du phénomène guerre, et ne le confine plus aux conflits interétatiques, les autres types de conflits étant auparavant assimilés à du grand banditisme ou à du terrorisme. Il est vrai que la frontière entre le mouvement armé de résistance ou de libération et la criminalité à grande échelle reste souvent ténue. De très nombreuses organisations de type militaire ou paramilitaire sont financées par le trafic de la drogue ou des extorsions de fonds appelées plus communément impôts révolutionnaires. Symétriquement, des mafias peuvent disposer d'armes sophistiquées et utiliser le terrorisme pour assurer le contrôle de leur territoire. Ainsi les mouvements insurgés afghans et les narcotrafiquants mexicains constituent deux exemples emblématiques de la difficulté à opérer cette distinction. Cette première tentative de classification doit de plus être croisée avec de nouvelles terminologies recensant les termes de guerre majeure, de guerre totale ou encore de guerre froide, sans omettre les idées de dissymétrie et d'asymétrie dans les conflits. La guerre majeure apparaît essentiellement comme une guerre ordinaire, mais dont les conséquences constituent un moment décisif dans l'histoire d'un État ou des relations entre plusieurs États. La guerre totale semble être l'application de l'ingénierie à la conduite de la guerre, mais une ingénierie qui s'appliquerait à l'ensemble du matériau humain et des ressources économiques d'un État engagé dans une guerre ordinaire. Ainsi les deux conflits mondiaux présentent à la fois des aspects de guerre totale comme de guerre majeure pour les principaux protagonistes. Le concept de guerre dite froide est apparu lors de la crise entre les États-Unis et l'Union soviétique après le deuxième conflit mondial, et semble assez différent des concepts plus classiques de guerre majeure et de guerre totale. D'un point de vue historique, la guerre froide s'était divisée en d'une part un noyau circonscrit au continent européen, saturé d'armées restant l'arme au pied, dénué de victimes dues à la violence armée, et d'autre part une périphérie étalée sur plusieurs continents recensant de nombreuses guerres ordinaires. Ces dernières donnèrent à la dite guerre froide son véritable statut de guerre, du moins dans la première approximation de définition qui sera donnée quelques lignes plus loin. Il faut bien sûr noter que historiquement, le noyau central resta en paix, car les deux principaux belligérants, les États-Unis et l'Union soviétique, ne pouvaient entrer en guerre en raison du risque sérieux d'une destruction mutuelle suite à un échange nucléaire. Nous reverrons plus tard ce type très particulier de situation qui est apparu, suite à l'augmentation sans commune mesure des capacités massives de destruction instantanée dues à l'armement nucléaire. Pour en terminer avec les perspectives offertes par le raffinement actuel de la nomenclature sur la guerre, il faut enfin noter qu'un conflit entre deux camps disposant chacun d'armements d'un niveau technique similaire à celui de l'autre, mais dans des volumes très différents, est appelé dissymétrique.
Ainsi l'invasion de l'Irak en 2003 ressort, lors des premiers mois, de ce type de conflit. Par contre, si les armements utilisés par chaque camp apparaissent comme très différents, par exemple drones de combat d'un côté et artifices déclenchés par téléphone portable de l'autre, le conflit est dit asymétrique. Décider que la guerre ne se limite pas aux conflits armés entre États de droit, pose la question de la légitimation de groupes qui avaient été assimilés et traités comme de vulgaires criminels. Cette décision permet de plus d'éliminer des abstractions comme les guerres contre le terrorisme, qui conceptuellement ne sont guère différentes des guerres contre la criminalité ou contre la pauvreté. Elle donne surtout une base conceptuelle plus vaste à la présente étude, car les guerres classiques entre des États, répondant à une conception appelée communément westphalienne du monde, sont devenues plus l'exception que la règle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'élément commun à tous les types de guerre semble être la mort violente, administrée de façon théoriquement intentionnelle, à des êtres humains sur une échelle numérique extrêmement variable mais toujours significative. L'adverbe théoriquement intentionnel prend en compte les effets collatéraux qui ne sont pas normalement intentionnels. Il est bien sûr difficile d'arrêter le seuil minimum de mort pour définir une guerre. Le plafond maximal reste laissé à la capacité et à la volonté de destruction des belligérants. Une estimation de quelques milliards de morts dans un échange nucléaire majeur implique la quasi-totalité de l'armement nucléaire disponible sur la planète. Cette définition assez extensive rejoint celle de Gaston Boutoul, à savoir l'existence de heurts violents entre plusieurs groupes d'individus de la même espèce biologique engendrant la mort de certains des protagonistes. Elle présente bien sûr le défaut de recenser comme guerre, par exemple, les batailles, parfois à l'arme de guerre, entre les gangs de juvéniles que connaissent actuellement à l'occasion certaines grandes cités du continent nord-américain. En dépit de ce biais apparent, nous la conserverons en première approximation et nous verrons dans la suite du discours s'il est possible de l'affiner. Il faut incidemment noter que les recherches de Gaston Boutoul avaient pour but de construire un pacifisme scientifique. La réflexion sur la guerre et donc l'effort de théorisation à ce sujet semble surtout l'apanage de chercheurs rêvant à éliminer la guerre. Il faut bien sûr ici citer Lewis Fry Richardson dont l'approche extrêmement intéressante visait à déterminer les conditions d'apparition de la guerre. Il fondait sa réflexion sur une approche similaire à celle utilisée en météorologie, discipline qu'il pratiquait comme professionnel, à savoir tenter de prévoir l'arrivée d'une perturbation atmosphérique avec les moyens d'une époque ne bénéficiant pas de l'imagerie spatiale. Notre propos ici ne vise ni à éliminer le phénomène de la guerre. Il s'agirait d'un vœu pieux d'autant plus s'il apparaissait que la guerre est consubstantielle à la nature humaine, ni à en élaborer une théorie académique. Il s'agit de déterminer une définition de la guerre permettant d'élaborer des éléments suffisamment irréfutables ayant trait à sa conduite, de façon à optimiser les configurations finales à l'issue d'un conflit, en d'autres termes être victorieux si cet adjectif peut encore rester pertinent. Chapitre 2 – Les formes primordiales de la guerre. La guerre apparaît en effet comme un phénomène extrêmement ancien, et qui d'ailleurs ne concernerait pas apparemment uniquement l'espèce humaine. Intéressons-nous d'abord aux colonies d'insectes sociaux, et en particulier aux fourmis. Ainsi de nombreuses espèces de fourmis, comme par exemple les fourmis rousses de l'espèce Formica polyctena, se livrent à de féroces batailles entre fourmilières voisines, engageant parfois jusqu'à des milliers de combattants. La motivation de ces fourmis serait le contrôle de la ressource en protéines. Incidemment, les combattants tués appartenant aux deux fourmilières en conflit sont mangés indistinctement par les survivants qui transportent ainsi les sources de protéines vers leur fourmilière. Les fourmis brunes de l'espèce Tetramorium caespitum se combattent aussi entre elles, mais pour le contrôle d'un territoire sur lequel elles peuvent fourrager et surtout consommer sur place les proies de taille importante. Une bataille entre deux fourmilières de cette espèce de fourmis peut aussi engager des milliers de combattants, mais les victimes ne deviennent pas la proie des survivants. Ainsi, il existe au sein d'une même espèce, différente de l'espèce humaine, des confrontations violentes entre deux camps qui engagent éventuellement plusieurs milliers de combattants. Les schémas de ces petites batailles restent cependant très primitifs. En se référant aux travaux du professeur Bram Mabelis de l'université de Wageningen, Pays-Bas, spécialiste de ce domaine,
Il faut remarquer que ces batailles rangées entre fourmis se résument d'un point de vue tactique à de simples combats de rencontre, sans la moindre idée de manœuvre. Il eût en effet été possible d'imaginer qu'il existerait dans la nature extra-humaine des schémas naturels de manœuvre, comme le débordement face à une résistance ou l'embuscade à grande échelle. Cette recherche de formes naturelles se fonde sur l'idée que les mécanismes de l'évolution peuvent à l'occasion permettre à certaines espèces animales de mettre en évidence un aspect optimal dans un domaine donné, mais habituellement propre à la culture humaine. Ainsi, dans le domaine de l'architecture, Réaumur avait établi au XVIIIe siècle que les abeilles réalisent d'emblée des rayons de cire avec des formes optimales pour stocker leur miel. Aussi la recherche d'archétypes fondamentaux, ici dans le domaine tactique, chez les fourmis apparaît alors comme assez raisonnable. En effet, les membres de certaines espèces d'Amazonie montent de véritables embuscades, engageant plusieurs dizaines de chasseurs pour piéger puis mettre à mort des insectes 100 fois plus gros qu'une simple fourmi. Il s'agit certes d'un procédé de chasse, mais celle-ci peut être éventuellement considérée comme un domaine connexe à celui de la guerre. Cependant, il semble qu'il ne sera pas apparemment possible de dépasser le niveau de l'embuscade du niveau tactique propre à ces insectes sociaux. Par ailleurs, il faut aussi noter que les nécessités du combat défensif de la termitière ont entraîné une certaine spécialisation physiologique au sein des populations de termites. Le combattant assurant la fonction de défenseur de sa termitière apparaît physiquement différente de la reine ou d'une ouvrière. La pression évolutive, un phénomène par essence naturel, a donc engendré une forme de différenciation entre combattants et non-combattants dans une autre espèce que l'espèce humaine. Quittons l'univers des insectes sociaux pour revenir vers des animaux beaucoup plus proches de nous, du point de vue du génotype comme celui du phénotype, à savoir les chimpanzés. Ceux-ci vivent en bandes organisées qui se livrent parfois à de véritables expéditions de type militaire contre des groupes adverses, avec pour objectif apparent, là aussi, le contrôle des ressources alimentaires. Il s'agit effectivement de guerre au sens de notre définition, car certains des combattants perdent la vie dans ce type d'aventure. Pour la même espèce de grand singe, il existe aussi une variante simiesque de l'enlèvement des sabines où, suivant les concepts de la sociobiologie, discipline créée par Edward Wilson, les gènes d'un groupe donné essaient d'optimiser leurs chances de reproduction. Il semble aussi probable que le ressentiment dû à la frustration engendrée par l'action adverse, comme par exemple ne pas vouloir partager une nourriture ou ne pas accepter de rendre un objet volé, peut constituer un moteur important pour une action agressive collective. La force de la vengeance a été clairement mise en évidence chez d'autres espèces animales aussi intelligentes comme certaines familles d'ursidés ou de corvidés. Cet esprit de vengeance peut donc animer le mâle ou la femelle alpha d'un groupe et lancer l'ensemble de ce dernier dans une expédition punitive. Ce type de comportement dans le monde animal, analogue à celui conduisant parfois aux conflits armés chez les humains, se distingue de celui propre à la chasse et au duel. La première consiste essentiellement en une opération de capture et de mise à mort de représentants d'une autre espèce. Le duel se réduit à la rencontre violente entre deux individus appartenant à la même espèce, certes devenus rivaux pour des raisons soit de reproduction, soit d'accès à une source de nourriture. Le passage de ces deux types d'activités à l'opération militaire se fait sans solution de continuité, car une expédition à l'issue de laquelle les vaincus servent de repas aux vainqueurs peut tenir aussi bien de la chasse que de la guerre. Nous pouvons donc déjà voir que la bataille est une notion extrêmement ancienne, c'est-à-dire réellement préhistorique. En extrapolant les travaux de Jane Goodall sur les chimpanzés, il est logique de penser que les premiers groupes de préhominiens, ceux-ci étant de la taille d'un grand primate actuel, pouvaient éventuellement monter des raids contre leurs voisins comme le font les populations contemporaines de chimpanzés. Il n'y a pas cependant de certitude dans ce domaine car nos ancêtres ont pu aussi se comporter comme des bonobos, appelés lors de leur découverte, et à tort chimpanzés des montagnes. Au contraire des vrais chimpanzés, ces singes ont un comportement extrêmement coopératif avec moins d'agressivité. Cette différence de comportement entre ces deux espèces de primates semblerait étroitement corrélée avec leur structure sociale respective et la place des femelles. Toujours dans le monde animal, il est intéressant d'apprécier le niveau tactique de la technique de chasse des lycaons,
une espèce particulière de chien sauvage africain. Après avoir repéré une proie éventuellement de grande taille, une partie de la meute à la suite du mâle dominant fait une approche discrète de son objectif. L'autre partie du groupe effectue une manœuvre de contournement, toujours dans la plus grande discrétion. Puis le premier élément du dispositif fonce à grand bruit sur sa proie, qui, si elle réussit à éviter l'accrochage par la meute survenant, va foncer immanquablement sur le second groupe de chasseurs. Celui-ci a en effet attendu posté en mesure d'interrompre toute tentative d'esquive. Ces animaux ont trouvé naturellement une variation sur le thème classique en tactique terrestre de fixer des bordées, détruire concluant une phase d'acquisition du renseignement suivie d'une phase de mise en place discrète. Il ne s'agit dans le cas d'une meute de lycaons que d'une manœuvre mettant en œuvre une vingtaine d'acteurs. Mais un schéma tactique similaire peut se retrouver à l'occasion et dans ses grandes lignes par exemple au niveau des procédés de combat de la brigade blindée, une grande unité pouvant comprendre plusieurs centaines de véhicules et d'engins. En revenant à nos ancêtres, faute de pouvoir distinguer les gènes incitant à un comportement prédateur de ceux privilégiant les comportements coopératifs, il serait imprudent de vouloir spéculer sur la nature de leur tempérament. Il est par contre probable que les premières sociétés préhistoriques, ainsi que les individus qui les composaient, devaient présenter des assemblages de ces deux comportements mis en œuvre de façon opportune. En effet, individuellement comme collectivement, les meilleures stratégies au sens éthologique sont des mélanges de prédation et de coopération. Ce résultat a pu être établi statistiquement, en procédant à des séries de simulations testant les solutions du classique dilemme du prisonnier. Au cours de ces guerres préhistoriques, voire préhumaines, a pu apparaître occasionnellement la situation où la mort d'un combattant permet à ses descendants ou sa parenté immédiate de survivre au conflit. En se référant toujours aux conjectures de la sociobiologie, ce mécanisme sacrificiel peut se comprendre comme une variation sur le thème de l'altruisme. Ce dernier ne serait que l'expression de la volonté des gènes de tout mettre en œuvre pour que le mécanisme de leur réplication ne s'interrompe pas. La mort de certains membres de l'espèce, porteurs d'une génération de gènes, devient alors utile à la survie des nouvelles générations, portées elles par d'autres individus de cette espèce. Par extrapolation, l'acceptation de la mort au combat de l'individu, laquelle permet alors le succès du groupe, pourrait alors prendre ses racines dans le comportement des premiers organismes multicellulaires dotés d'un cerveau rudimentaire, ceci dès la fin du Précambrien il y a environ 700 millions d'années. Il ne s'agirait incidemment que des conséquences de la mise en œuvre, chez ces animaux, du mécanisme de réplication, apparu il y a plus d'1 milliard d'années, de molécules organiques géantes comme par exemple l'acide désoxyribonucléique, ADN, et l'acide ribonucléique, ARN. Ces formes primitives de guerre peuvent aussi s'appréhender comme une réponse aux besoins d'extension territoriale, correspondant à l'accroissement de l'effectif d'une population. Celle-ci nécessite toujours plus d'énergie pour survivre, donc au niveau primitif où nous nous situons, a plus de ressources alimentaires. Cette extension se produit sur un territoire donné, avec toutes les possibilités de collision entre deux extensions ou entre une extension et une présence indigène. La notion de territoire et surtout celle de possessivité sur ce territoire font partie des éléments clés du concept de conflit. Nous rencontrons aussi cet instinct territorial chez de nombreuses espèces animales. Rapporté à certains types de lutte à main nue, le perdant est celui qui est chassé du cercle où se déroule le combat. Traditionnellement, le vaincu dans une bataille est celui qui abandonne le champ de bataille. La notion de hiérarchie constitue aussi un autre élément clé du concept général de conflit. Les différences de taille ou de caractère entre individus d'une même population, couplées avec la pression biologique pour se reproduire, engendrent des hiérarchies naturelles au sein de la population. Ces hiérarchies du temps de paix se retrouvent aussi au moment de la bataille entre groupes rivaux. Elles peuvent aussi influencer le sort des conflits, dans la mesure où les performances au combat des chefs naturels en temps de paix peuvent se révéler insuffisantes pour la survie du groupe. Inversement, la hiérarchie d'un groupe peut se retrouver confortée suite à un conflit victorieux avec un autre groupe. Le partage des dépouilles peut aussi renforcer les statuts respectifs des différents niveaux de la hiérarchie du groupe vainqueur. Il peut alors aussi exister un mécanisme de couplage entre le succès au cours d'une série de conflits,
et une volonté plus ou moins consciente d'extension géographique et d'accroissement numérique du groupe. La notion de hiérarchie est celle de domination liant deux individus, l'un considéré comme supérieur à l'autre, doivent être croisés avec la présence de populations sur le territoire conquis. La richesse de ce dernier ne s'exprime pas simplement en termes de ressources naturelles, mais aussi en richesse de ses habitants. Leur simple existence en tant que fournisseurs de richesses par leur labeur constitue déjà une richesse. L'ultime forme de domination sur une population se dénomme esclavage. Celui-ci n'est nullement un comportement propre aux êtres humains car il est aussi pratiqué par certaines fourmis, comme l'espèce Formica sanguinea, sur des espèces voisines. Il faut par ailleurs noter que dans des cultures postérieures à l'Antiquité gréco-romaine, l'esclave est surtout vu par son maître comme le représentant d'une espèce subhumaine et donc d'abord comme une forme de richesse. Il est évident qu'une réflexion sur l'intérêt d'une forme de prédation à l'égard d'autres groupes ne peut apparaître que chez des êtres humains relativement modernes, même appartenant éventuellement à la haute préhistoire. Il est certes parfaitement raisonnable de considérer que les formes primitives de la guerre ne constitueraient pas un trait propre à l'espèce humaine, mais représenteraient l'expression biologique de relations conflictuelles entre des groupes d'individus d'une même espèce. Mais il faut reconnaître que la relation à la mort, la notion de tabou et les outils de destruction, fruits du progrès technique, confèrent aux affrontements armés au sein de l'espèce humaine un caractère spécifique et une puissance inconnue par rapport aux formes primordiales de la guerre. Chapitre 3 – Les formes possibles de la guerre. L'originalité des conflits proprement humains semble se structurer autour des 4 dimensions suivantes, à savoir la problématique de la mort, la réalisation d'outils conçus pour une œuvre de destruction, l'existence d'une base économique et culturelle, enfin le degré de participation des membres du groupe humain concerné par l'affrontement. Ce dernier aspect apparaît déjà sous une forme archétypale dans les formes primordiales de la guerre. Cette approche, fondée sur un processus générateur dans ces 4 dimensions, peut poser la question de la variété possible des formes de guerre qui ont pu apparaître au cours de l'histoire. En effet, si la richesse de la nomenclature actuelle des formes de guerre, formant ainsi une typologie aujourd'hui commune dans la littérature usuelle, correspond à la déclinaison de la réalité, alors toute formulation à caractère général sur le domaine et en particulier toute étude de principes fondamentaux devront en rendre compte. Il est par ailleurs important d'envisager la guerre, et en particulier les 4 dimensions évoquées, à travers la grille des rites, des tabous et de tous les interdits qui constituent le cœur de toutes les cultures humaines, y compris les plus pauvres en termes de capacité technique. Cet aspect normatif s'exprime particulièrement dans la sphère juridique propre au monde de la guerre. 3.1. La problématique de la mort violente. La première dimension évoquée, la problématique de la mort, sera traitée suivant 2 axes pouvant être considérés comme les plus pertinents avec le phénomène de la guerre. Il s'agira d'abord concernant le premier axe de l'acceptation par l'individu de l'éventualité de sa propre mort, mais de façon violente, en raison d'un conflit armé dans lequel son intérêt personnel ne se retrouve pas obligatoirement engagé. Le second axe envisagera l'incidence du nombre de morts, sur la nature de ce type d'événement et sur sa perception collective. La mort est considérée souvent, et ceci dès la très lointaine préhistoire, comme un passage vers un au-delà, éventuellement redoutable. Ce point de vue a été partagé longtemps par la plus grande partie de l'humanité, en remontant à un passé très éloigné. À Kafseh, Israël, ont été retrouvées des sépultures vieilles de près de 100 000 ans où avaient été joints au corps des objets probablement destinés à l'au-delà. Suivant les civilisations, les rites de passage peuvent varier à l'extrême et leur respect pointilleux apparaît être une occurrence assez fréquente au cours de l'histoire, comme de nos jours chez les musulmans par exemple. Cette conception du trépas n'exclut pas une crainte individuelle légitime car depuis longtemps, de nombreuses religions envisagent une forme de jugement des âmes après la mort, comme par exemple la religion de l'Égypte ancienne des pharaons. La guerre précipite, souvent avec beaucoup de souffrance, ce passage dans cet inconnu, néanmoins relativement envisageable pour de nombreuses personnes possédant une foi quelconque. À toutes les époques et pour toutes les cultures, la guerre a donc toujours constitué un fléau et aussi une fatalité. À son issue,
des familles se retrouvent privées d'êtres chers et éventuellement d'acteurs économiques fondamentaux. La guerre constitue aussi une transgression extraordinaire de la loi ordinaire interdisant le meurtre effectué à titre privé, au sein d'une société humaine. De façon à expliquer le fait de pouvoir tuer impunément et exceptionnellement ses semblables, elle implique la création de normes spéciales, appelées d'abord coutumes ou traditions, avant d'être formalisées plus tard sous l'appellation de jus ad bellum et de jus in bello. La dimension religieuse universelle apparaît avec toutes les divinités de la guerre et de la violence comme Mars chez les Romains, Thor chez les Vikings, Kali chez les Indiens, ou encore Huitzilopochtli chez les Aztèques. À cette sacralisation de la guerre dans de nombreuses civilisations peut se voir par contre opposer le « celui qui prend l'épée périra par l'épée » de l'Évangile de saint Matthieu. Cette codification de la transgression du « tu ne tueras point » demande d'être nécessairement complétée par des représentations légitimes de la violence par rapport à l'autre, l'ennemi. Si ce dernier perd au moins symboliquement de son humanité, le tabou du meurtre peut être sérieusement affaibli. Des études statistiques sur plusieurs conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, et en incluant certaines campagnes de cette dernière, ont montré que les soldats au psychisme ordinaire avaient tendance à tirer à côté de leur cible humaine. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains durent endurcir une partie de leur infanterie dans des centres spécialisés de façon à améliorer les résultats du tir à tuer, en luttant contre cette tendance naturelle. Cette formation particulière s'avère bien sûr moins nécessaire lorsque la cible est à 10 000 km et à 20 minutes de vol d'un missile intercontinental. Inversement et de façon plus marginale, les meurtres de masse et les massacres peuvent aussi engendrer une certaine frénésie hystérique chez leurs participants. Par ailleurs, une longue période de paix dès le milieu du XXe siècle sur le sol de nombreux pays privilégiés en Europe et sur le continent nord-américain a suscité l'apparition d'une culture particulière dans sa façon d'envisager la mort. Cette dernière devient un sujet tabou, toujours très ritualisé, avec l'idée latente mais jamais ouvertement affichée, que comme pour le reste du monde animal, la mort pour les humains constituerait aussi une destruction totale, sans une quelconque forme transcendante de survie. Cette idée a été plus ou moins insidieusement répandue au sein des populations du monde occidental. Son succès demeure difficile à apprécier car il s'agit du domaine des convictions les plus profondes, que les sondages d'opinion ne mesurent pas forcément de façon fiable. Il est par contre certain que si une majorité de la population y souscrivait, cela constituerait un fait culturel nouveau dans l'appréciation du phénomène de la guerre. Ce dernier devient alors totalement terrifiant car parfaitement absurde, sauf à trouver une valeur singulièrement élevée à la notion de sacrifice. Ce déni de la mort, celle-ci n'a pas le droit d'exister, se conjugue souvent avec une peur panique de la violence, quelle que puisse être sa légitimité, comme de la souffrance, physique autant que psychique. Le psychologue peut alors jouer le rôle de religieux de substitution, pour les populations effarées en quête d'un sens ultime à leur vie. Cette culture est effectivement moderne historiquement car si l'athéisme ou l'apathéisme ont toujours existé, ils restaient confinés dans des cercles très restreints jusqu'au début du XXe siècle. Le fait nouveau réside dans leur diffusion généralisée au sein de nombreuses sociétés modernes économiquement développées. Le choc au cours d'un conflit armé de cette culture avec d'autres cultures plus traditionnelles dans leur appréhension de la mort constitue une réelle source d'intérêt dans cette étude de la guerre. Ainsi, après la bataille de Mogadiscio en octobre 1993, un combattant somalien disait à un officier américain « Nous gagnerons car vous avez peur de mourir ». Les combattants occidentaux de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle n'ont pas forcément plus peur de mourir au combat que leurs aînés. Mais ceux qui les envoient dans la bataille ne supportent plus impunément de les voir mourir car ils peuvent craindre la réaction des familles, donc des électeurs, auquel a été dispensée la peur de la mort. Nous reviendrons ultérieurement sur cette problématique, car elle présente un intérêt certain pour la conduite de la guerre. Le second axe envisagé dans cet aperçu sur la problématique de la guerre et de la mort violente a trait au nombre de morts et aux circonstances de ces décès lors d'un conflit. Il faut en effet distinguer les combattants mourant les armes à la main, ou du moins en pleine action de combat, et tous ceux qui périssent de mort violente au cours du conflit sans pouvoir se défendre. Dans cette dernière catégorie, la part des combattants a été extrêmement variable,
suivant les époques et les événements propres à chaque conflit. Il est ainsi possible de distinguer, mais sans souci d'exhaustivité, la mise à mort des prisonniers de guerre, le massacre d'une population dans son ensemble après une reddition ou encore des pertes collatérales massives suite au bombardement indiscriminé d'une grande ville. Il faut remarquer que ces destructions de vies humaines obéissent à une certaine codification relativement élaborée. Ainsi, même en Europe à l'époque classique, la garnison d'une place forte pouvait être passée au fil de l'épée dans la mesure où la durée de sa résistance semblait exagérée pour son assaillant. Chez les Aztèques, les prisonniers de guerre pouvaient être sacrifiés en grand nombre à Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil, de façon à ce que le retour de ce dernier chaque matin soit garanti. Dans ce dernier exemple, si le grand prêtre pouvait éventuellement dévorer le cœur encore tout chaud de l'une de ses victimes sacrificielles, il ne s'agissait que d'un aspect du rite et nullement une forme quelconque d'anthropophagie primaire. Le tabou interdisant de considérer systématiquement les prisonniers ou les morts du champ de bataille comme des sources potentielles d'apport en protéines animales semble être apparu dès la préhistoire. En effet, l'histoire ne consigne pas l'apparition de cet interdit. Enfin, dans un autre contexte et toujours à titre d'exemple, le bombardement des grandes villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale était opéré dans le cadre d'une planification précise, optimisée par la recherche opérationnelle. Ces exemples très différents montrent que la guerre ne saurait se résumer à une boucherie aveugle, mais bien au contraire présente des codes, certes évolutifs et variés dans le temps, dont le respect demeure impératif. Si les guerres de l'Antiquité sont connues pour leurs massacres, en particulier lors des prises de villes ayant trop longtemps résisté ou à la fin d'une bataille lorsque les vaincus fuient éperdus, il faut noter que la tendance à la destruction physique de l'adversaire en Europe a été plutôt à la baisse jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Si l'Antiquité gréco-romaine constituait à cette dernière époque une référence dans de nombreux domaines, l'élite cultivée répugnait cependant à suivre l'exemple antique dans ces terribles orgies de violence. La soi-disant guerre en dentelle faisait certes de nombreuses victimes, mais cela apparaissait comme fort fâcheux. De plus, massacrer les populations civiles d'un pays civilisé était considéré par la bonne société comme quelque chose de particulièrement barbare. Il est vrai qu'il en était différemment lorsque la brutalité était déployée dans les colonies lointaines ou même sur les franges de l'Europe de ce temps-là, comme par exemple en Écosse. Les guerres nationales européennes qui commencent avec la Révolution française avec leurs armées de plus en plus nombreuses, inversèrent la tendance à la baisse de la mortalité due à la guerre. Mais le paroxysme fut atteint avec le XXe siècle, où les deux conflits mondiaux et leurs millions de victimes détruisirent l'âme de la culture européenne, laquelle s'est longtemps voulu le moteur de la civilisation humaine. Dans ces conflits, le nombre de victimes civiles dépassa largement celui des militaires tués au combat. La diffusion généralisée de la culture, niant la mort, trouve peut-être son origine dans le cataclysme que constituèrent ces deux guerres exceptionnelles par leur magnitude. Les guerres ont continué à faire des victimes après la Seconde Guerre mondiale, mais dans tous les conflits dans lesquels furent engagées les armées occidentales, le nombre de morts resta quelque peu contrôlé, loin des carnages industriels des deux guerres mondiales. Une prise en compte médicale réellement efficace des blessés sur le champ de bataille, en particulier dès la fin du XXe siècle, permit aussi de limiter le nombre des décès des combattants des armées occidentales. Il n'en demeure pas moins que la problématique du nombre de morts interpelle toujours celle de la légitimité de la guerre et de sa pratique. Les théoriciens de la guerre juste ont toujours peiné à convaincre depuis les premiers essais de saint Augustin. L'abandon souvent fréquent de toute morale d'ordre transcendant au profit d'une éthique opportuniste et parfaitement relativiste ne facilite pas leur tâche. L'idée fondamentale de la Société des Nations, déjà entre les deux conflits mondiaux, puis celle de l'Organisation des Nations Unies était de mettre la guerre hors la loi. Puisque la guerre semble faire partie de l'héritage mental biologique, il fallait trouver des raisons puissantes pour que les communautés humaines n'entrent plus en conflit. À défaut, il était possible, du moins pour les nations occidentales, de continuer à faire la guerre tout en niant qu'elles la faisaient, c'est-à-dire en respectant le nouveau tabou interdisant la guerre sous une forme affichée. Il était d'abord nécessaire que les grandes puissances coloniales européennes se débarrassent, par une succession de conflits plus ou moins sanglants mais toujours perdus, du moins sur le plan politique, de leurs empires coloniaux.
Les États-Unis, pourtant anticolonialistes de principe, se retrouvèrent eux-mêmes à gérer la liquidation d'une partie de l'empire colonial français avec leur aventure vietnamienne. Les guerres classiques entre États non occidentaux ont perduré avec par exemple la guerre du Kippour en 1973, la guerre entre la Chine et le Vietnam en 1979 ou encore celle entre l'Inde et le Pakistan, la dernière étant aujourd'hui celle de Kargil en 1999. Seule la Grande-Bretagne s'est retrouvée confrontée de façon relativement classique avec l'Argentine en 1982, lors de la guerre des Falklands. Leurs empires coloniaux bradés, les puissances occidentales, suivies très vite par toutes les nations soucieuses de respectabilité, se sont engagées dans des conflits très variés sur tous les continents. Par contre, une nouvelle codification sémantique a substitué les termes de crise et d'intervention à celui de guerre. En règle générale, une intervention militaire doit maintenant bénéficier de l'onction indispensable donnée aujourd'hui par l'ONU, c'est-à-dire par le Conseil de sécurité, de façon à ne pas être confondue avec une vulgaire guerre d'agression qui reste déontologiquement proscrite. Les soldats considérés auparavant comme tombés au champ d'honneur peuvent maintenant être apparentés à des victimes survenues lors d'une catastrophe ou de la violence illégale, d'une forme extrême de grand banditisme. La relative faiblesse des pertes lors de certaines interventions militaires a pu faire croire chez certains commentateurs à l'existence d'opérations militaires avec des combats qui ne seraient pas des guerres, mais de simples variations d'intensité et de violence propres à une crise. Il faut relever que certaines interventions ont cependant entraîné des pertes sensibles pour l'intervenant, comme par exemple suite à l'invasion par l'armée américaine de l'Irak en 2003. Le glissement sémantique du terme de guerre à celui de crise, datant de la fin du XXe siècle, ne doit pas cependant conduire à une confusion entre une guerre effective rebaptisée crise et une crise authentique propre au monde diplomatique. Cette dernière notion est déjà relativement ancienne, du moins si l'on considère l'histoire européenne. Une crise pouvait s'articuler autour de déclarations diplomatiques d'États déjà impliqués ou désireux de l'être, éventuellement conjuguées avec des manœuvres ou des démonstrations militaires. Souvent le premier sang versé pouvait constituer un casus belli, et donc justifier un éventuel passage de la crise à la guerre. Dans ce dernier cas, l'opération menée jusqu'alors par les différentes chancelleries entrait alors dans le domaine de compétence des états-majors des armées en présence. La diplomatie et l'action politique reprenaient tous leurs droits dès la fin des opérations militaires. Ainsi la crise diplomatique marquait la transition entre l'état de paix avec celui d'un éventuel état de guerre. À titre d'exemple, les crises balkaniques de la fin du XIXe siècle ont souvent débouché sur des conflits limités qui contribuèrent au lent dépeçage de la partie européenne de l'Empire ottoman. Plus proche de nous, la crise des missiles de Cuba fournit un autre exemple de crise diplomatique distincte de la guerre. En revenant au conflit postérieur au dernier conflit mondial, il faut cependant noter que tout ceci, quelle que soit leur dénomination officielle, ont engendré un nombre de morts éventuellement important, mais sans atteindre les extrêmes des guerres mondiales. Cette tendance à une forme de contrôle relatif sur le nombre des victimes ne constitue pas cependant un élément systématique des conflits actuels. Ainsi, la guerre civile au Congo au début du présent siècle a fait plusieurs millions de victimes, dont la plupart n'étaient pas des combattants. Cette volonté répandue de limiter le nombre de morts peut être considérée comme un tabou général par rapport à la guerre d'extermination entre êtres humains. Par contre, une telle guerre apparaît comme parfaitement légitime face à des bactéries ou des virus qui menaceraient notre survie. Il s'agit bien d'un tabou au sens premier du terme, c'est-à-dire un interdit de nature sacrée. La plupart des chefs de guerre qui l'ont violé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été considérés avec la même indulgence que des blasphémateurs ayant contredit publiquement un principe religieux fondamental. Les condamnations prononcées par le Tribunal international de Nuremberg illustrent ce dernier propos de façon emblématique. Aussi le nombre des victimes civiles, dues directement aux conflits ou aux crises auxquelles ont participé les grandes puissances depuis 1990, est resté relativement contrôlé. Par contre, le nombre des victimes indirectes de tous les blocus économiques ou financiers depuis cette époque reste très important. Ce type de pression effectuée sur des gouvernements peu dociles ne peut pas certes être considéré comme un acte de guerre, du moins dans la définition donnée à ce mot,
en dépit de la forte mortalité subie par les populations. En conclusion partielle, la problématique de la mort violente au cours d'un conflit, qu'elle soit envisagée sur un plan individuel ou dans son aspect meurtre de masse, reste identique dans son essence à travers l'histoire, en dépit des variations des codes exigeant l'assassinat de son voisin en toute légalité. Les divers changements d'appellation de la guerre à partir de la fin du XXe siècle n'indiquent pas une modification de sa nature, mais seulement une évolution des codes d'appréciation. Si le nombre des morts semble alors avoir atteint un paroxysme, celui-ci n'a pas changé l'unicité de la nature profonde de la guerre. Seule son étendue a pu varier en raison des outils et des techniques mises en œuvre pour la pratiquer. 3.2. La problématique des armes. Les moyens physiques de cette mise en œuvre constituent la deuxième dimension sur laquelle se décline notre parcours des formes possibles de la guerre. La réalisation en grand nombre d'armes qui se distinguent nettement des armes de chasse fut dès l'Antiquité le début de ce qui deviendrait plus tard l'industrie de l'armement. Les progrès des techniques et plus tard des sciences n'ont fait qu'accroître leur efficacité et leur létalité générale, en dépit de l'évolution parallèle des moyens de protection ou de défense face aux armes. Dans un raccourci saisissant, l'armement est passé en quelques siècles de la flèche de la bataille de Crécy, qui tuait une personne à la fois, à l'arme thermonucléaire qui peut en tuer plusieurs millions d'un seul coup. De même, les vecteurs de ces armes ont connu la même évolution fulgurante en envahissant tous les milieux, du fond des océans avec le sous-marin, jusqu'à l'orbite spatiale avec le satellite d'observation. Il demeure que toutes les possibilités de destruction ne sont pas acceptables en droit international, comme par exemple les armes chimiques ou bactériologiques. Sont aussi bannies les armes infligeant des blessures et des souffrances particulièrement cruelles. Certains types d'armes ont vu leur usage réprouvé ou limité, comme l'arbalète condamnée par l'Église au Moyen Âge, ou la mine antipersonnelle interdite par les pays ayant signé la Convention d'Ottawa de 1997. Il existe donc certains tabous, plus ou moins ritualisés, dans l'usage des armements, qui font écho à d'autres interdits plus ou moins respectés suivant les époques, comme celui édictant qu'un État ne fasse pas assassiner le chef d'un autre État. Bien évidemment, de nombreuses armes prohibées ont été utilisées au cours des conflits postérieurs à la Seconde Guerre mondiale comme, sans idée d'exhaustivité, les armes chimiques avec les gaz de combat et les défoliants en doses massives, ou encore les bombes au phosphore. Les populations civiles ont de plus fait souvent les frais de ces mises en œuvre. Certains chefs d'État ont encore été assassinés au XXIe siècle, suite à une intervention étatique adverse. Il faut cependant noter que ces faits contraires au droit international ou à ses traditions ont été le plus souvent niés énergiquement par ceux qui les avaient perpétrés, montrant ainsi l'importance du code en dépit de son viol. De par leur puissance, les armes nucléaires n'ont pas pu être employées sur le champ de bataille depuis la Seconde Guerre mondiale car leur pouvoir de destruction va à l'encontre de la volonté générale, dont la nature a été précisée supra, de réduire le nombre de victimes des conflits. Il existe par ailleurs une contradiction certaine entre d'une part le tabou implicite d'un grand nombre de morts, d'autre part le volet militaire de la technologie, lequel facilite son viol éventuel. Il apparaît de plus un paradoxe entre ce surcroît potentiel de perte en vies humaines et la croyance relativement générale que la technologie, en faisant abstraction des accidents techniques dus à l'incompétence, s'inscrit dans l'idéologie du progrès humain généralisé. Il faut d'ailleurs remarquer que les meurtres de masse peuvent être effectués avec des moyens relativement rudimentaires, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés dans le cadre d'un dessein systématique. Une partie de la population du Cambodge a ainsi été massacrée entre 1975 et 1979, en utilisant des moyens très primitifs, comme par exemple de simples gourdins. La volonté d'éviter le plus possible la mise en œuvre d'armes nucléaires n'a pas changé la nature de la guerre, en dépit de l'apparition du terme de guerre froide. Le champ de bataille potentiel européen s'était alors simplement déplacé en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, où les théâtres d'opération restèrent au niveau infranucléaire. La dimension culturelle de l'emploi des armes se retrouve lorsque la supériorité technique, souvent détenue par le camp dont la culture refuse l'idée de la mort, est annulée par le sacrifice d'un pion du parti adverse. Il s'agit de l'action d'un combattant qui se sacrifie,
le plus souvent suite à un conditionnement, en assurant au plus près le guidage terminal d'un dispositif de destruction relevant d'une capacité technique bien inférieure. C'est le scandale du kamikaze, auquel est opposé celui du drone armé, une arme de lâche. Dans cette dialectique vient s'insérer le rapport à la mort de l'autre, avec la corrélation entre la distanciation psychique et l'accroissement de la distance physique, rapportée au couple constitué par celui qui frappe et celui qui subit. Incidemment, la différence de niveau technique ne constitue pas un avantage décisif pour le camp possédant cette supériorité. En effet, l'efficacité d'un armement de haut niveau technique, donc coûteux, peut toujours être réduite par des contre-mesures souvent plus économiques ou du moins par une tactique adaptée. Un des exemples récents les plus fameux est l'utilisation d'un four micro-ondes au centre d'une maquette de char faite en contreplaqué pour leurrer le guidage infrarouge des bombes intelligentes, lors de la guerre du Kosovo en 1999. Historiquement, la plupart des conflits ont opposé des belligérants disposant d'armements souvent différents en quantités aussi différentes. La stricte parité entre deux camps, comme au début d'une partie d'un jeu de société, constitue plutôt l'exception que la norme. Le discours sur les conflits dissymétriques ou asymétriques ne fait que refléter certaines approches dites technologiques, ou plus trivialement les arguments de vente des marchands de canons. Rapporté au cas de la guerre, la technologie, étymologiquement tout discours sur la technique, n'induit pas de véritable changement dans sa nature. Par contre, un ensemble de techniques afférents à une technologie donnée implique l'existence préalable d'une base de connaissances et de suffisamment de capacités économiques permettant à la population de vivre ou du moins de survivre. 3.3. La problématique économique. Ce dernier postulat d'existence constitue la troisième dimension sur laquelle nous poursuivons notre périple à travers les formes possibles de la guerre. Les progrès en matière d'armement n'ont pu être effectués qu'en raison de la volonté de traduire une meilleure connaissance des matériaux dans des dispositifs de destruction plus efficaces. Le développement de la métallurgie a permis de passer de la hache en pierre polie, aux premières épées en cuivre, puis en bronze, enfin en acier. Mais l'invention de l'agriculture et la domestication de certains animaux de trait ont permis de disposer et de transporter des stocks de nourriture et d'équipements nécessaires à la mise en œuvre de premières armées de bonne taille aptes à faire campagne. Le développement d'une infrastructure technique, industrielle et scientifique, laquelle constitue une des composantes essentielles de la civilisation humaine moderne, a accru l'échelle des capacités de destruction de la guerre qui étaient restées jusque-là très artisanales. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples parmi des centaines possibles, les progrès de la fabrication de masse ont permis d'équiper des armées comprenant des millions de combattants. La découverte des principes de l'électricité et leur mise en œuvre ont permis de réaliser aussi bien des appareils de télécommunication, destinés à la population en général, que des outils de commandement pour les forces armées. Il faut aussi noter que cette industrie et la recherche appliquée ne peuvent exister sans financement, et donc sans l'existence d'un système bancaire mondial performant. Ce dernier peut aussi revendiquer sa part dans l'essor du commerce et des échanges mondiaux, lesquels ont permis parallèlement une diffusion généralisée des moyens et des techniques pour faire la guerre, à l'exception des engins nucléaires et balistiques qui font l'objet de secrets techniques d'État. Par ailleurs, il apparaît historiquement que l'existence d'échanges commerciaux importants entre de futurs belligérants n'a jamais inhibé l'apparition d'un conflit. Il faut de plus remarquer que l'émergence à partir du XIXe siècle de cette superstructure économique, ici hâtivement décrite, conditionne l'existence même d'un conflit dans la durée. La richesse et le degré du soutien accordé aux parties en conflit peuvent varier suivant les situations historiques, mais le principe reste identique. Pour reprendre des exemples de conflits déjà cités, il est évident que le degré de mobilisation de l'économie de la Grande-Bretagne fut très différent entre le second conflit mondial et la guerre des Falklands. Mais même des insurrections dans des pays pauvres demandent un financement et une base économique conséquents. Ainsi le conflit afghan du XXIe siècle reste largement financé, pour au moins l'un des camps, par la culture du pavot et du chanvre indien. Il existe donc des situations différentes au regard de la dimension de l'infrastructure technique et financière, mais elles n'induisent pas des natures différentes de la guerre.
La guerre totale implique certes un engagement extrême dans le domaine économique, mais elle demeure toujours de la même nature que les guerres où cette dimension est moins prégnante. L'armement nucléaire et sa capacité de destruction massive constituent alors la matérialisation d'une forme d'apothéose du savoir et de la puissance économique pour les pays riches. Mais un pays pauvre, comme par exemple la Corée du Nord, peut, en déniant à sa population les éléments les plus fondamentaux de l'économie comme la nourriture en quantité suffisante, édifier les premiers éléments d'un tel type d'armement. Avec ce dernier, nous nous retrouvons à la croisée de la haute technologie, de la problématique de la mort, ainsi que de celle de l'économie par rapport à la guerre. Celle-ci ne peut trouver tout son sens qu'en y adjoignant l'étude de l'importance et du rôle de la population, dans toute sa diversité. 3.4. La problématique de la population. La quatrième et dernière dimension de la guerre traite de la problématique générale de la participation de la population au conflit armé. Cette participation est envisagée aussi bien sous son aspect passif, dans lequel la population subit le conflit, que sous son aspect actif, où les combattants proviennent de la population, qu'ils soient des éléments réguliers, armées professionnelles, armées de conscription, purement stipendiés, mercenaires, ou des éléments irréguliers, résistants, partisans, insurgés. À la différence de certaines espèces animales, comme par exemple les termites, qui présentent des phénotypes spécialisés dans leur population dédiée à faire la guerre, les sociétés humaines n'engendrent des spécialisations comportementales que lorsqu'elles se retrouvent confrontées au phénomène du conflit armé. En suivant une analyse fonctionnelle, il semble naturel de distinguer les combattants, ceux qui appartiennent à une structure plus ou moins intégrée disposant d'armes ou de dispositifs de destruction, de ceux qui soutiennent directement ces combattants, enfin de ceux qui fournissent un appui plus général. De façon à accroître son exhaustivité, cette première classification doit être conjuguée avec d'une part l'axe du volontariat, et d'autre part celui de la participation active au conflit mais sans usage des armes. Il est alors possible de commencer à décliner les principaux groupes humains composant une société pendant un conflit. La première catégorie, la plus triviale, est bien sûr celle des combattants sans omettre d'y inclure les chaînes de commandement. Le degré de volontariat de ces combattants est extrêmement variable, depuis le professionnel qui en fait un métier, jusqu'à l'enfant soldat qui est aussi une victime car forcé à jouer un rôle meurtrier dans une affaire d'adulte. Il faut aussi mentionner le conscrit ou l'enrôlé dont l'obéissance peut être garantie par le contrôle, éventuellement légal, effectué sur sa famille. Le statut de ce combattant reste extrêmement variable, entre employé par un État, employé d'une société privée, appelé mercenaire, ou encore esclave comme l'étaient les janissaires de l'Empire ottoman. Au sein des combattants, le degré de spécialisation peut être très important car la mise en œuvre de nombreux systèmes d'armes implique par exemple le travail de maintenanciers et de mécaniciens en zone d'opération. Ces combattants ne mettent pas en œuvre directement le système d'armes qu'ils entretiennent ou qu'ils réparent, mais sont en mesure de servir de l'armement d'autodéfense. Le combattant peut bénéficier éventuellement au cours du conflit de l'aide et du soutien d'organisations, comme la Croix-Rouge, aussi bien sur le champ de bataille que dans des centres médicaux ou des camps de prisonniers. Les blessés et les prisonniers de guerre constituent d'autres facettes, éventuellement très importantes en raison de leurs effectifs comme pendant les grands conflits mondiaux, de la catégorie des combattants. La reconnaissance du statut de prisonnier de guerre reste de plus assez fluctuante. Notre définition de la guerre très extensive n'a pas toujours été acceptée suivant les époques et les conflits au cours desquels de nombreux prisonniers de guerre ont été, et à l'occasion sont encore, considérés comme des terroristes et de vulgaires bandits. L'action des combattants n'est souvent rendue possible que si leurs besoins de la vie courante sont satisfaits. La deuxième catégorie de population satisfaisant à ces tâches peut aussi participer directement aux besoins de réalisation des dispositifs tactiques comme par exemple les fossés anti-chars ou les fortifications. Nous retrouverons dans cette deuxième catégorie tous les employés des grandes entreprises ayant remporté les contrats pour l'alimentation et le logement des armées, mais aussi la population d'un village qui, menacée de mort par des insurgés, travaille la nuit pour couper la route d'accès des véhicules lourds des forces régulières. Il s'agit donc d'une catégorie distincte de celle de ceux qui utilisent des armes. En effet,
s'ils effectuent des tâches qui auraient pu être accomplies par des combattants spécialisés dans l'appui ou le soutien, ils ne sont pas armés et leur volontariat n'est pas obligatoire. Une troisième catégorie comprend tous les non-combattants qui accomplissent des tâches permettant le fonctionnement général de la guerre, le plus souvent hors du théâtre d'opération. L'exemple le plus classique de représentant de cette catégorie est constitué par l'ensemble des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers travaillant dans les usines d'armement. Pour certains conflits, le nombre de personnes travaillant au profit de ces industries peut représenter une part appréciable de la population active d'une société. Il s'agit aussi d'un indicateur de mobilisation d'une société pour l'effort de guerre. Pour des formations de combat dépourvues de logistique autre que les munitions, il peut s'agir des citadins ou des villageois qui les logent et les nourrissent, avec ou sans dédommagement. Le cas se présente aussi pour le soutien imposé aux habitants par des armées d'occupation. Cette troisième catégorie peut aussi constituer l'armature des bases de repli des combattants d'une guerre subversive. Les sympathisants fournissent leur appartement et une couverture dans le cadre d'une guérilla urbaine, ou exploitent des structures agricoles si le théâtre d'opération se situe en milieu rural. Ces différents exemples montrent que la notion de volontariat peut être très relative. Ainsi, certains ouvriers des usines d'armement peuvent n'être que des personnes réduites en esclavage, comme pendant le Troisième Reich. Il faut donc inclure dans cette troisième catégorie les populations étrangères déportées, pour des raisons politiques ou idéologiques. Les sympathisants peuvent n'aider la subversion qu'en raison du chantage qui est exercé à l'encontre de leur famille, comme pendant les nombreux conflits de la fin de l'époque coloniale en Afrique et en Asie. Les villes qui logeaient les troupes de hussards pendant les opérations de petite guerre au XVIIe et XVIIIe siècle ne le faisaient souvent que contraintes et forcées, en dépit des dédommagements annoncés et parfois effectués. La quatrième catégorie comprend la plus grande partie de la population qui forme la société partie prenante d'un conflit armé. Elle constitue le cadre général, regroupant tous les aspects économiques, sociaux comme culturels, dans lequel se déroule la guerre. Elle ne participe pas directement aux opérations de combat, sauf à alimenter les effectifs des trois précédentes catégories. Elle peut éventuellement subir, à des degrés divers, les effets destructeurs du conflit, en étant victime directement de bombardements, aériens ou balistiques, ou encore d'actions hostiles dues aux combattants. Ces conditions de vie quotidienne peuvent aussi être affectées par le conflit dans la mesure où elle peut subir un certain nombre de privations, y compris au niveau alimentaire. Celles-ci peuvent être dues à la mobilisation de l'économie pour l'effort de guerre, ou encore aux conséquences d'un blocus économique imposé par l'un des belligérants. Les deux premiers conflits mondiaux présentent des exemples emblématiques de ces deux situations, mais les souffrances infligées à cette catégorie de population constituent une constante depuis les premiers récits historiques. Elle apparaît aussi comme la cible privilégiée des actions de communication et de désinformation de toutes les parties prenantes du conflit. En effet, son adhésion et son engagement dans la guerre, volontaire ou contraint, demeurent déterminants car d'eux dépend le succès des actions des trois autres parties de la population. Il faut aussi ranger dans cette quatrième catégorie les organisations non gouvernementales à but caritatif ou économique, à l'indépendance autoproclamée à l'égard des gouvernements, qui peuvent se greffer sur une population prise dans un conflit. Ces organisations se distinguent de celles qui travaillent directement pour diminuer les souffrances des combattants, lesquelles ont été mises dans la première catégorie. Il s'agit depuis la fin du XXe siècle de la nébuleuse des ONG qui œuvrent, entre autres, dans tous les pays qui se retrouvent au cœur d'un théâtre d'opération. De façon générale, cette quatrième catégorie constitue numériquement la partie la plus importante de la population. Elle représente à la fois le cœur, comme éventuellement l'enjeu du conflit. Elle comprend donc les autorités politiques qui sont censées donner au moins les buts de guerre, mais aussi toute la multitude dont le sort va être modifié, d'une manière ou d'une autre, par l'issue de cette guerre. Celle-ci pourra en effet induire des changements dramatiques comme l'asservissement, la ruine économique pour les citoyens de nations ayant perdu la guerre, ou des transitions plus subtiles comprenant une modification. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.